Bonjour à tous, donc je m'appelle Lisa Brio, je suis étudiante en master de psychologie du développement à l'Université de Lorraine et je vais vous présenter les tout premiers résultats de mon mémoire de recherche qui s'intitule Dispositifs de prévention du harcèlement et du cyberharcèlement scolaire, prise de conscience et libération de la parole. Donc c'est un projet qui est dirigé par Mélanie Laurent et Blandine Hubert dans le cadre du projet Precisco. Donc en France, chaque année, il y a 700 000 élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire, soit 4,4% des élèves à l'échelle nationale. C'est notamment à la période du début du collège, dans les classes de 6e et de 5e, que les élèves ont le plus de risques de se faire harceler. Donc le harcèlement scolaire, il représente une problématique de santé publique majeure, avec des conséquences à court et à long terme, concernant à la fois le plan psychologique, par exemple avec des risques accrus d'anxiété, de dépression, de troubles de stress post-traumatique ou bien encore de risques suicidaires, et à la fois le plan scolaire avec une baisse des résultats scolaires, un absentéisme, voire un décrochage scolaire. Donc le harcèlement, il peut prendre différentes formes. Il peut être physique, via par exemple les coups, ou bien relationnel, via la propagation de rumeurs. Il peut se dérouler dans l'établissement, ou bien via l'utilisation des nouvelles technologies, donc c'est ce qu'on nomme maintenant le cyberharcèlement. Malgré les campagnes de prévention et de lutte, nous assistons toujours à une persistance de ce phénomène. Holwes a été le premier à théoriser le phénomène du harcèlement scolaire, donc il le définit ainsi. Un élève est victime de harcèlement lorsqu'il est soumis de façon répétée et à long terme à des comportements agressifs visant à lui porter préjudice, le blesser ou le mettre en difficulté de la part d'un ou plusieurs élèves. Le harcèlement scolaire, il peut aussi être évalué par 3 caractéristiques. Donc tout d'abord la présence de violence qui peut être physique ou psychologique et qui implique une volonté de nuire. Ensuite la présence d'un rapport de domination. La victime est souvent isolée et ne peut pas se défendre. Et enfin la présence d'une répétition. Le harcèlement scolaire, ce n'est pas un événement isolé dans le temps. Il se répète et la victime ne parvient pas à y mettre fin. Dans cette situation complexe de harcèlement, on ne retrouve pas seulement un harceleur et une victime, mais différents acteurs qui vont jouer un rôle important pour faire cesser ou continuer le processus de harcèlement. Donc tout d'abord, il y a bien sûr la victime qui subit de la violence de la part de l'agresseur. L'agresseur est souvent aidé par ce que l'on pourrait appeler un ou des assistants. Il y a aussi le renforçateur qui va venir motiver l'agresseur et son assistant dans leur agression. Le défenseur pourra prendre la défense de la victime. Et enfin, le témoin passif qui regardera mais n'interviendra pas par peur des représailles la plupart du temps. Ce que l'on constate aussi principalement dans la littérature, c'est que les victimes parlent peu, ce qui empêche en partie les enseignants d'intervenir, car ils ne repèrent pas forcément les phénomènes de harcèlement dans leur classe. Et de plus, quand ils les repèrent, ils ne se sentent pas forcément en capacité d'agir et d'être efficaces pour intervenir contre le harcèlement. Seulement 7 à 11% des élèves victimes de harcèlement demandent de l'aide en milieu scolaire. Par conséquent, les dernières campagnes de sensibilisation mettent l'accent sur la nécessité de pouvoir d'oser parler à un adulte de la violence subie. Le harcèlement, pour l'arrêter, il faut en parler. Donc c'est pour cela que nous avons élaboré l'échelle Precisco. Donc elle est inspirée du violentomètre qui permet de prendre conscience et de repérer les violences conjugales, donc que vous voyez juste ici à l'écran. Donc nous l'avons adaptée pour qu'elle reprenne des items qui correspondent à ce qu'on retrouve dans la littérature par rapport au harcèlement scolaire, mais ce que nous avons gardé, c'est ce principe de gradation de la violence qui est représenté par différentes couleurs, allant du vert au orange au rouge. Donc le vert représentera un climat scolaire sain, le orange représentera un climat scolaire teinté de violence et le rouge représentera un climat scolaire où la vie de la personne est mise en danger. Quelques exemples d'items. En item vert, on trouvera « Je me suis senti bien en allant au collège », climat scolaire sain. En item orange, on trouvera « On s'est moqué de moi ». Donc là, nous avons ici une violence de type relationnel. Et en item rouge, on trouvera « Je me suis fait agresser ». C'est un type de violence qui peut porter atteinte à la vie de la personne. Donc les élèves remplissent chaque semaine en classe l'échelle Precisco. S'ils répondent oui à un item, il leur sera demandé la fréquence, la nature de la victimisation, le lieu,
la présence de témoins et leur réaction face à cet acte de violence. Donc la libération de la parole des victimes constitue un objectif principal de cette recherche. Ce projet il s'inscrit également en complémentarité du programme phare qui est donc porté en France par le ministère de l'Éducation et qui permet en fait de faire cesser le harcèlement lorsqu'une situation est repérée. Donc c'est-à-dire que quand les élèves remplissent l'échelle Pré-Cisco, s'il y a à un moment un repérage d'une situation de harcèlement, ce sera le programme phare qui sera ensuite mis en route. Nous souhaitons également permettre aux victimes, aux témoins, aux harceleurs et aux équipes éducatives de conscientiser les violences, c'est-à-dire de pouvoir prendre connaissance de la gravité de la violence subie, de pouvoir mettre des mots sur ce qu'ils vivent, de favoriser le dialogue entre les élèves et les enseignants afin que les élèves puissent se confier à eux. Et enfin, nous souhaitons que les enseignants comme les élèves se sentent investis de la mission de faire cesser les processus de harcèlement dans leur établissement. Donc pour cette recherche, nous avons constitué un groupe expérimental qui bénéficie de l'échelle Pré-Cisco et un groupe contrôle participant à une étude sur le bien-être à l'école. 2 collèges participent à cette recherche. Nous avons ciblé principalement des classes de 6e et de 5e avec un ratio filles-garçons relativement similaire. Nous avons tout d'abord une phase de pré-test qui s'est déroulée en janvier 2023 où la totalité des élèves passe un questionnaire de bien-être à l'école. Puis le premier post-test a lieu en avril. Il permet de voir si les réponses au questionnaire sont différentes entre les élèves qui ont renseigné l'échec Pré-Cisco et ceux qui n'en ont pas bénéficié. Enfin, le deuxième post-test est en cours, donc il aura lieu à la fin du mois de juin. Donc nous évaluons à travers ce questionnaire sur le bien-être à l'école tout d'abord la relation enseignant-élève perçue par l'élève, donc à travers 2 dimensions, le conflit avec l'enseignant et la proximité avec l'enseignant. Nous évaluons également la confiance en l'enseignant pour agir face à une situation de harcèlement, qui est évaluée par 5 dimensions, la non-intervention de l'enseignant, les capacités de médiation de l'enseignant, les discussions de groupe sur le harcèlement, le soutien aux victimes de l'équipe éducative et la méthode disciplinaire apportée par l'enseignant. Nous évaluons aussi la bienveillance de l'équipe pédagogique perçue par l'élève, le niveau d'anxiété-dépression de l'élève, la qualité des relations amicales. Et enfin, nous établissons un référencement des élèves se disant harcelés, harceleurs ou témoins. Donc on pose directement la question à l'élève, as-tu été victime, harceleur ou témoin depuis le mois de septembre? Donc s'ils répondent oui à un item, il leur sera demandé la fréquence, la nature de la victimisation, le lieu, la présence de témoins et leur réaction face à cet acte de harcèlement. Donc même si cette recherche n'en est encore qu'à son commencement, nous avons pu d'ores et déjà analyser quelques résultats pertinents. Donc tout d'abord concernant le pré-test qui s'est déroulé en janvier, nous trouvons que les élèves victimes ils font en moyenne moins confiance à leurs enseignants concernant leur capacité à agir face à une situation de harcèlement. Donc c'est-à-dire à prendre des mesures contre le harcèlement, à discuter du harcèlement en classe, à soutenir les victimes et à effectuer des actions de médiation. Donc sauf concernant la non-intervention où le résultat est non significatif. Nous trouvons également que les élèves victimes, en comparaison aux élèves non victimes, considèrent leur collège comme moins bienveillant, donc en comparaison au groupe contrôle. Par contre, on ne retrouve pas de résultats significatifs concernant la relation enseignant-élève. Il n'y a pas de différence de la qualité de la relation enseignant-élève entre les élèves victimes et les élèves non victimes. On trouve également chez les élèves victimes un niveau d'anxiété-dépression qui est beaucoup plus élevé que chez les élèves non victimes et une plus faible qualité des relations amicales chez les élèves victimes. Concernant les résultats du premier post-test qui a lieu en avril, donc un des objectifs de cette recherche était de conscientiser les processus de harcèlement et de les faire cesser. En avril, l'outil est utilisé depuis 2 mois et nous constatons que bien que la différence soit faible, dans le groupe qui a bénéficié de l'échelle Pré-Cisco, le harcèlement diminue, tandis que dans le groupe contrôle, le harcèlement augmente. Donc on peut faire l'hypothèse que l'outil pourra avoir un impact sur le repérage et la diminution du harcèlement scolaire.
Et ce qu'on constate également, c'est une augmentation des témoins dans les deux groupes. Donc cette différence, elle pourrait s'expliquer par le fait que le groupe contrôle et le groupe témoin savent en fait qu'ils participent à une étude sur le harcèlement scolaire, donc ils pourraient se sentir plus investis concernant le repérage de ce dernier. Enfin, nous constatons que le score... on constate également une diminution du score de conflit avec l'enseignant. Donc c'est dans le groupe des victimes qui ont bénéficié de l'outil Precisco que le score a le plus diminué, donc le groupe expérimental. Mais cependant, ce résultat, bien qu'intéressant, il n'est pas statistiquement significatif. Donc même chose concernant le score d'anxiété-dépression qui a baissé dans tous les groupes, mais ce sont chez les élèves victimes de harcèlement ayant bénéficié de l'échelle Precisco qu'il a le plus diminué avec moins 4 points en moyenne. Et ce sont chez les victimes n'ayant pas bénéficié de l'échelle qu'il a le moins diminué. Donc ce résultat, il pourrait être en faveur d'une baisse de l'anxiété et de la dépression expliquée par un meilleur repérage et une meilleure prise en charge du harcèlement scolaire. Mais encore une fois, ce résultat, il n'est pas non plus significatif. Donc pour conclure, concernant les résultats de cette étude, nous pouvons toutefois indiquer qu'ils sont à prendre avec précaution, car nous n'en sommes qu'au tout début de l'étude. On constate tout de même une diminution du harcèlement scolaire dans les classes ayant bénéficié de l'outil Precisco. On constate une diminution du score de conflit avec l'enseignant et du score d'anxiété-dépression chez les élèves qui étaient victimes au pré-test et qui ont bénéficié de l'outil. Mais ce résultat, il est à prendre avec précaution, car on constate également une diminution de ces variables chez les élèves n'en ayant pas bénéficié, même si cette diminution est plus faible. Concernant maintenant les limites de l'étude, donc il est à noter que le groupe expérimental y contient plus de participants que le groupe contrôle, donc ce qui a pu induire un biais. Au pré-test, il y a également plus de pourcentage d'élèves harcelés dans les classes expérimentales que dans les classes contrôle, ce qui peut également induire un biais. De plus, les enseignants qui ont accepté de participer à cette étude, ils sont déjà impliqués dans la lutte contre le harcèlement scolaire, donc ça peut expliquer les différences faibles entre le groupe contrôle et expérimental, vu qu'à chaque fois, ce sont des enseignants qui agissent déjà contre le harcèlement. Et de plus, le premier post-test, il s'est déroulé seulement 2 mois après le pré-test, donc ce qui est quand même assez court pour vraiment voir les bénéfices de l'utilisation de l'échelle. Donc pour conclure, ces tout premiers résultats ils vont permettre d'orienter la suite de la recherche. Donc le deuxième post-test il aura lieu fin juin. Nous analyserons ensuite les données concernant le type de harcèlement, sa fréquence, le lieu, la présence de témoins ou de ralliements. Et l'objectif à long terme, ce serait de pouvoir valider cette échelle de repérage pour en faire bénéficier un plus grand nombre d'élèves au niveau national. Merci pour votre attention. Voilà, bonjour à tous et à toutes. Dernière présentation avant la pause de midi. Autour d'une perspective holistique autour du numérique en éducation. Je m'appelle Mathieu Pin, je suis collaborateur scientifique et doctorant à la HEP de Fribourg. C'est un point de départ voilà, étonnant, je ne sais pas si ça va vous parler ou pas. L'objectif c'est de saisir le phénomène du numérique, donc ce phénomène social, avec une approche de pluridisciplinarité, et saisir comment avoir une éducation numérique avec des valeurs humanistes et une méthode qui est celle de l'étonnement local, puisque elle provient de la philosophe Jeanne Hersch, genevoise. Et pour ça, on va partir sur la culture numérique, avec un mème qui parle de développement humain, hein, qu'est-ce qui fait la spécificité de l'humain, avec son première ligne, l'affirmation aimer et faire porter attention aux autres, qui est plutôt refusée. Et en deuxième ligne, la personnalité Drake, qui apprécie l'affirmation comme quoi être humain, c'est sélectionner des images qui contiennent des feux de circulation. Alors, faisons une analyse iconographique. Pourquoi c'est drôle ou pas? C'est parce qu'il y a un décalage entre une représentation classique de la nature humaine et une activité numérique qui est devenue banale, mondaine, qui est celle de remplir un CAPTCHA pour accéder à un service en ligne.
Donc en premier lieu, on a cette connaissance millénaire déjà dans la politique de Platon, du zoon politikon, comme nature animale sociale. En neurosciences, le rappel des recherches sur l'empathie, la fonction sociale et l'activation des neurones miroirs. En sciences de l'éducation, on en parle beaucoup dans ce colloque, autour des compétences transversales avec les compétences socio-émotionnelles. Et tout ça qui arrive sur le savoir populaire de aimer et prendre soin des autres. De l'autre côté, on a cette activité de remplissage d'un CAPTCHA qui est une nécessité propre au monde numérique et ses services. Pourquoi on doit remplir un CAPTCHA? Parce qu'on doit faire une distinction entre un humain et une machine. Alors pas en tant qu'utilisatrice, mais il s'agit pour le fournisseur de services d'assurer la sécurité de ce service en évitant qu'un programme malfaisant y accède, rende le service indisponible, altère les données, ce qui violerait quelques lois et règlements suisses et européens. Donc c'est une nécessité de cybersécurité, mais qui peut se comprendre en saisissant la nature du numérique, du cybernétique, et aussi l'économie dans laquelle le numérique se déploie. Alors allons-y, c'est transdisciplinaire, ça va aller dans beaucoup de directions, mais il y a les références pour lesquelles on pourra revenir plus tard. Oui. Ok, la chose numérique. Le numérique, c'est quoi? Un signal binaire des 0 et des 1 qu'on appelle des bits, qui sont rassemblés par 8 qu'on appelle des octets. C'est dû grâce à l'invention technique des transistors après la Deuxième Guerre mondiale. L'ordinateur, c'est une supercalculatrice, rien d'autre, on peut dire. Et puis la mise en réseau de ces ordinateurs dans les intranets, puis la mise en réseau de ces réseaux qu'on appelle Internet, notamment grâce au modèle OSI, qui est à la base justement de la communication entre les ordinateurs. En termes de conception aussi, la cybernétique théorisée par Wiener et d'autres, dont l'idée hyper importante de pilotage, qu'on entend maintenant par contrôle, on a des ordinateurs et des programmes qui peuvent être contrôlés et leurs tâches automatisées. Pour contrôler ces ordinateurs, on a besoin de périphériques d'entrée et de sortie. Ce sont les écrans, les claviers, les souris, qui sont si basiques dans nos pratiques quotidiennes. Mais voilà, ça reste la base. On a aussi des conceptions hyper importantes de design, interaction design, avec les hyperliens, les actions de copier-coller, qui sont présentées dans une petite démonstration appelée la mère des démos, qui date de 1968, extraordinaire de voir ce qui s'y passe dedans. Et puis le concept de design persuasif, qui s'appuie sur la psychologie, sur des théories de psychologie, notamment d'autodétermination, avec ici ce papier de 2009, qui est à la base d'interfaces d'applications et de sites internet mondialisés que l'on retrouve partout dans nos pratiques numériques. Ça, c'est pour le numérique. Ce numérique se déploie dans une économie. Rapidement, cette économie est caractérisée par l'idée d'accumulation, c'est ce qu'on appelle le capitalisme, de productivité à travers l'exploitation des ressources humaines et autres, et puis l'individualisme dans les théories néoclassiques qui sont très enseignées encore aujourd'hui. On a l'homo economicus, enfin l'individu seul est maître de son destin, du moins c'est ce que tentent à croire nombre d'économistes. Ce qui fait que l'économie numérique, avec ses caractéristiques, c'est assez particulier déjà que en 1995 déjà, il y a un rassemblement, une organisation d'entreprises états-uniennes pour capturer la valeur économique que représente Internet comme nouveau média. C'est ce que Durand, historien d'économie ici à Genève, appelle l'idéologie californienne. Il y a aussi en termes économiques l'idée que voilà, une image numérique, on peut la copier autant de fois qu'on veut, c'est un coût unitaire marginal nul. L'invention du web 2.0, c'est ce qu'on appelle le web participatif,
ce qui est en termes économiques une aubaine incroyable, puisque on n'a pas seulement des consommateurs, consommatrices, mais tout ce groupe-là devient également producteur de contenu, de données, et donc d'une certaine valeur. Parce que oui, la donnée, c'est le pétrole, le nouveau pétrole. Donc, Internet, comme cyberespace, soutient une logique commerciale et publicitaire. L'école, là-dedans, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on fait avec l'éducation? Des buts visés, ici, issus du cadre de loi du canton de Fribourg. On a des valeurs universelles, des compétences sociales. Et là, une étude de l'année passée sur 200 outils pédagogiques qui sont des applications ou des sites internet. 90% bafouent les droits de l'enfant. C'est-à-dire que voilà, cette logique publicitaire se déploie aussi dans l'éducation. Et pas seulement dans l'école, mais aussi dans les familles, les amis, puisque la recherche de données de ces entreprises de l'économie numérique prédatrice vont s'immiscer même dans l'intimité des familles et des amis des enfants. Un autre constat autour de quelque chose qui nous concerne, qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est le développement de l'enfant, la santé, les écrans, on en a parlé tout à l'heure, on en parlera encore cet après-midi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je me réjouis d'actualiser mes connaissances, parce que pour l'instant, j'ai que cette référence-là. En termes de durabilité, aussi durabilité numérique, on se souvient de la définition de la durabilité qui est de satisfaire les besoins de la génération actuelle sans mettre à mal la capacité de la génération suivante à faire de même. Et cette durabilité appliquée au numérique se résume, ici ça vient de l'Institut numérique responsable français, ça vient à éviter l'achat de matériel et solutions numériques et réduire l'usage de matériel et solutions numériques. Un exemple de mon terrain de recherche à Fribourg, il y a une stratégie numérique, d'éducation numérique, qui est mise en place avec un budget de 75 millions de francs, dont 70% pour du matériel, pour du hardware. Donc en totale opposition avec ce que devrait être la durabilité numérique. En termes de légalité, vous connaissez ces deux lois, en tout cas le GDPR ou Règlement général de protection de la donnée de l'Union européenne. Il y a en Suisse la LPD. Ces lois ont développé, on retrouve dans ces lois des nouveaux concepts comme le droit à l'oubli, le devoir d'informer pour la personne qui possède les données des individus. Je les passe rapidement en revue. Un autre point important qui touche cette fois-ci aux États, aux nations, c'est l'idée de souveraineté. Ça veut dire une certaine indépendance nationale. Ici, une définition qui provient également de l'Université de Genève, parce que c'est une question qui était brûlante depuis l'année passée. La Confédération helvétique a fait un appel d'offres de cloud national, d'informatique en nuage national, avec les données de sa population, à qui a été donné ce mandat. Alibaba, entreprise chinoise, IBM, Amazon, Microsoft et Oracle, entreprise états-unienne. Ce qui met clairement à mal la souveraineté de façon générale ou la souveraineté numérique. Enfin, un petit bouquet d'approche philosophique sur le numérique pour terminer autour de pistes de recherche et d'activité. L'idée de Jarrig que la technique est un agencement sociopolitique, donc avec des rapports de force, voire de domination. L'auteur, le philosophe Fabrice Flippo, qui démontre dans son super bouquin que le numérique n'est pas une transition, mais un impératif imposé à travers les modes de vie, soutenu par une pseudo-neutralité étatique. Très belle démonstration, en tout cas, du cas français. Le philosophe Éric Sadin, qui
annonce une autonomie discursive de la technologie ou de la technique. La technologie, non pas comme théorie de la technique, mais discours de la technique sur quelque chose. Et ce discours atteint différents stades, incitatif à prescriptif, voire coercitif. Pardon. Donc, d'imposer un comportement, voire aussi une pensée. Donc, c'est un retournement de la technologie qui était contrôlée, automatisée, qui devient outil de contrôle d'individus. Et puis, ça a été dit déjà tout à l'heure, ni l'usage, ni l'attitude personnelle ne sont pertinents sur ce phénomène, donc dans une approche holistique, hein, que j'apprécie, que je sois un fan de technique, de numérique ou que j'en aille peur, ça change peu sur l'éducation numérique qui sera amenée dans le canton de Fribourg. L'idée de neutralité aussi est clairement à mettre à la poubelle. Il y a aussi le concept de pharmacon, donc de trousse à outils, plutôt de... on peut utiliser des choses et selon l'intensité de l'usage, cette chose est un poison ou un médicament. Cependant, c'est des idées qui s'opposent à l'idée d'un agencement sociopolitique, avec ici cette citation que les techniques sont porteuses de trajectoires, de rapports de force et de domination. Ça, c'est mon aperçu, un tour à travers les différentes disciplines pour appréhender le phénomène numérique. Et ensuite, se poser la question, qu'est-ce qu'on en fait pour une éducation? Une première piste qui nous concerne toutes et tous, dont toutes nos activités, pas seulement de recherche et professionnelle, c'est d'utiliser le matériel le plus longtemps possible. C'est notamment le point de départ de ma recherche doctorale avec le projet Ordinosaure, d'implémenter des vieux ordinateurs reconditionnés dans les écoles et voir si ça correspond aux pratiques scolaires et aux enjeux pédagogiques. En termes techniques, il y a le concept de low-tech qui est très très intéressant puisqu'il part du point inverse. J'ose le dire, on aura cet après-midi une présentation du professeur Dylan Bourg qui lui part de la technologie et dit bon, voilà pourquoi ça ne marche pas. Pourquoi cette technologie ne soutient pas les élèves et les étudiants. Et la low-tech, c'est partir vraiment des besoins et des usages pour atteindre une frugalité matérielle et logicielle et activer des usages émancipatoires dans le sens des usages qui s'opposent à un contrôle de l'utilisatrice à travers le matériel et le logiciel numérique. En pédagogie, j'aime beaucoup la méthode de tâtonnement expérimental de Célestin Freinet avec ses machines pour imprimer des journaux. Également l'enseignement mutuel, c'est pas de Bugnard mais c'est du père Girard il y a quelques siècles déjà. Et également et là il y a besoin d'une connaissance de la chose numérique, savoir qu'il y a une distinction entre une interface, donc c'est-à-dire l'interaction humain-machine, mais aussi comment les machines fonctionnent entre elles via des formats, des protocoles, des normes, dont celle dont je vous parlais avant, notamment la norme ISO, et de se rendre compte qu'il peut y avoir différentes interfaces, mais ça marche toujours, et également pour l'humain qui se retrouve avec différentes interfaces, mais puisse quand même faire son activité, créer la valeur qu'il souhaite à l'aide de cet outil numérique. Finalement, citer le travail d'une collègue de la HEP de Fribourg, qui est de viser une citoyenneté numérique. Qu'est-ce que c'est un citoyen, une citoyenne dans le cyberespace? Il y a ce travail publié tout récemment qui le décrit très très bien. Il est 12h25.
j'ai terminé ma présentation. C'est assez rapide. Je vous remercie de votre attention et j'attends vos questions avec impatience. Je me présente rapidement, je suis Eric Iacono, je suis doctorant à l'université de Cergy, donc au laboratoire Paragraphe, et donc en lien aussi avec l'université Paris 8. Voilà, aujourd'hui je suis venu vous partager les résultats d'une étude qu'on a réalisée dans le cadre de ma thèse, que je réalise sous la supervision d'Evelyne Clément et co-encadrée par Hippolyte Gros qui est ici. Et actuellement, je suis surtout conseiller pédagogique au numérique éducatif dans le premier degré dans l'Académie de Versailles. C'est ce qui suscite chez moi un intérêt pour tout ce qui concerne le numérique à l'école. Donc notre étude s'est déroulée au sein d'un réseau d'éducation prioritaire renforcé en Île-de-France, parce que dans ces écoles, chaque élève de CM1 et de CM2 a à sa disposition une tablette de type iPad, grâce à l'initiative prise par la municipalité pour réduire la fracture numérique de ces élèves. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une partie des résultats de notre étude qui met l'accent justement sur l'utilisation de ces tablettes pour l'enseignement de la résolution de problèmes. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Donc durant la pandémie de Covid-19, les outils numériques ont joué un rôle crucial pour la continuité pédagogique. Ils ont permis à nos professeurs d'établir un lien solide avec leurs élèves, et ce, malgré les contraintes imposées par la situation sanitaire. Donc, en dépit de postulats optimistes initiaux concernant l'intégration de ces outils en classe et du coup hors la classe, de nombreuses questions ont tout de même fini par émerger. Ces questions ont soulevé des préoccupations, notamment quant à l'accès aux différentes ressources numériques, même à l'Internet, et pour tous nos élèves, et ainsi qu'à l'efficacité réelle de l'apprentissage à distance par rapport à l'enseignement en présentiel. Donc en 2000, les travaux de Lagrange et ceux de Hoyles et Lagrange en 2010 ont souligné déjà à l'époque que les situations d'apprentissage impliquant des environnements numériques dynamiques diffèrent de celles utilisant le papier et le crayon. Et donc il fallait des approches et des techniques différentes. Il est vite devenu évident qu'une adaptation simple de situations mathématiques classiques n'était pas suffisante. Les nouvelles situations d'apprentissage devaient donc tenir compte des possibilités et des contraintes de ces nouveaux outils. On a la manipulation directe sur les tablettes, une visualisation de qualité et surtout des feedbacks immédiats qui peuvent être très intéressants. Donc l'intégration des tablettes numériques telles que des iPads là, dans l'apprentissage des mathématiques peut apporter une réelle valeur ajoutée. Selon Hilton, cela favorise l'engagement et les attitudes positives des élèves et rend ainsi les mathématiques plus attrayantes et stimulantes. Mais d'autres recherches soulignent cependant que le potentiel d'apprentissage de ces outils est directement lié à la capacité des enseignants et des enseignantes à les exploiter efficacement en les intégrant de manière créative dans leur pratique pédagogique. Et ça met en évidence un aspect qui m'est cher, de par ma profession, la formation des enseignants. Il me semble essentiel de bien les former pour qu'ils puissent utiliser, même optimiser les avantages pédagogiques offerts par ce matériel et les combiner de manière innovante avec les contenus d'apprentissage qu'ils doivent enseigner. Alors justement, les apprentissages scolaires ont souvent été perçus comme étant très contraints par rapport aux apprentissages de la vie quotidienne ou adaptatifs. La révolution numérique a permis d'ouvrir de nouvelles possibilités pour atténuer ces contraintes et offrir aux élèves des apprentissages plus libres, plus enrichissants. En ce qui concerne l'apprentissage à distance, donc, il y a plusieurs méta-analyses qui ont été rapportées par Franck Amadieu et André Tricot dans leur ouvrage, et ont démontré que l'utilisation de technologies numériques permet de concevoir des apprentissages, des solutions efficaces pour ces apprentissages, à condition de ne pas oublier de soutenir l'engagement des élèves en utilisant des stratégies pédagogiques idoines qui favorisent les apprentissages autorégulés. Donc dans notre étude, nous avons tenté de voir comment utiliser les tablettes numériques pour améliorer ces expériences d'apprentissage des élèves en leur offrant des possibilités plus flexibles, interactives et engageantes. Bon, avant d'aller plus loin dans cette recherche spécifique, je tenais juste à vous rappeler que cette étude à laquelle on s'intéresse aujourd'hui fait partie d'une étude un peu plus large qui visait à élaborer et évaluer un dispositif pédagogique qui favorise la recatégorisation de problèmes en amenant les élèves à reconnaître leurs principes de solution, et ce, quelle que soit la formulation des énoncés.
Donc en nous basant sur les préceptes de Chi, Feltovich et Glaser, qui a démontré depuis un petit bout de temps que la capacité d'un étudiant à catégoriser correctement un problème est étroitement liée à sa capacité à le résoudre. Et en tenant compte de plusieurs travaux ultérieurs sur le rôle des processus flexibles en résolution de problèmes, nous avons conçu un dispositif pédagogique favorisant la capacité des élèves à envisager ces problèmes sous différents points de vue. Cette approche devant leur permettre de recatégoriser les problèmes et de les résoudre de manière efficace. Enfin, afin de pouvoir mesurer l'impact des tablettes numériques, nous avons réalisé ce dispositif de manière à ce qu'il puisse être présenté aux élèves selon deux modalités. Une en classe entière, avec l'enseignant qui fait classe, qu'on a appelé la modalité actuelle, et une, comme s'ils étaient en distanciel, même s'ils sont encore en classe, qu'on a appelé la modalité virtuelle. L'objectif de notre étude était donc double. Tout d'abord, nous souhaitions évaluer notre dispositif pédagogique qui suggère un effet positif de l'entraînement à la catégorisation flexible pour l'enseignement de la résolution de problèmes de proportionnalité. Et ensuite, nous avons souhaité évaluer la pertinence de l'utilisation des tablettes numériques dans le cadre de l'enseignement à distance. Nous avons donc cherché à déterminer si ces outils pouvaient être efficaces pour soutenir ce genre d'environnement d'apprentissage. Alors, en ce qui concerne nos hypothèses de recherche, en prenant en compte les études préalablement publiées, on se doutait bien qu'il y avait un effet mesurable suite à l'utilisation de ces tablettes. Cependant, l'enjeu crucial résidait dans la détermination de la nature de cet effet, qu'il soit positif ou négatif. Il nous semblait primordial de chercher à comprendre comment l'intégration de ces outils pouvait potentiellement influencer les résultats des élèves, afin d'évaluer les avantages ou les éventuels inconvénients de cette approche technologique. Donc, quant à notre méthode expérimentale, notre expérience a été menée en juin 2021 auprès de 6 classes de CM2 appartenant à 3 écoles différentes d'un même réseau d'éducation prioritaire renforcée, les fameux REP+, en région parisienne. L'expérimentation s'est déroulée pendant les horaires réguliers des cours de mathématiques, et nous sommes conformés aux emplois du temps des classes afin d'avoir l'approche la plus écologique possible. 2 séances étaient menées chaque semaine, et voilà. Donc un total de 78 élèves, dont 38 filles avec un âge moyen d'environ 11 ans, parce qu'on était en juin de CM2, donc oui, à peu près 11 ans. Et pour étudier l'impact des tablettes, et ne sachant pas à l'avance quel allait être l'effet de cet outil, nous avons fait en sorte que tous les élèves puissent suivre les 2 modalités. Donc, nous avons divisé notre groupe expérimental en 2 sous-groupes, de telle sorte qu'une classe de chaque école soit représentée dans chaque groupe. Nous avions donc 3 classes par groupe, ce qui explique des différences de taille. Donc, un groupe commençait par la modalité actuelle, donc, en classe, en présentiel, l'enseignant ou l'enseignante de la classe présentant les leçons au tableau. Et l'autre débutait par la modalité virtuelle, en utilisant les tablettes numériques mises à leur disposition. Donc les professeurs des classes étaient bien évidemment présents, on n'abandonnait pas les élèves, mais ils n'intervenaient pas, ou alors à la marge pour résoudre un problème technique, une déconnexion de l'Internet, des choses comme ça, comme le ferait un parent à la maison. Donc cette conception nous a permis de comparer les résultats et les effets de l'utilisation en autonomie de ces tablettes avec l'enseignement en présentiel. Donc au début de la séquence, qui comprenait 8 séances réparties sur une période de 4 semaines, tous les élèves ont été soumis à un pré-test. Un livret leur a été distribué dans lequel ils devaient résoudre 8 problèmes. Il y avait un problème par page. Les problèmes étaient répartis de manière aléatoire dans le livret et nous avions réalisé 2 livrets différents que nous avons distribués aussi aléatoirement aux élèves. Après 4 séances d'apprentissage dans la première modalité, donc le groupe 1 en modalité actuelle, le groupe 2 en modalité virtuelle, on leur proposait un test intermédiaire. Cette fois, les élèves devaient encore résoudre ces 8 problèmes proposés lors du pré-test. Donc on a passé 15 jours déjà. Ensuite, les groupes étaient intervertis, le groupe 1 passé en modalité virtuelle et le groupe 2 en modalité actuelle. Et après 4 autres séances d'apprentissage, 15 jours après, nous leur proposions un post-test au cours duquel nous mesurions encore leur capacité à résoudre ces 8 problèmes. Cela nous a permis d'évaluer les changements de performance des élèves avant, pendant et après les séances d'apprentissage et de comparer les résultats des 2 modalités. Enfin, entre les 2 modalités, pardon.
Un petit mot rapide sur les leçons. Les leçons étaient proposées aux enseignants. Elles ont toutes été réalisées avec l'application Geniali. Les leçons en mode présentiel étaient conçues pour être présentées sur le tableau numérique interactif de la classe. Toutes les classes étaient dotées d'un TNI. Et elles étaient animées par les professeurs titulaires des classes. Une fiche de préparation était préparée en amont pour chaque leçon, afin que l'enseignant connaisse les différents objectifs visés et surtout ait des consignes précises. Les corrections et les feedbacks étaient donnés en classe entière, même si les enseignants pouvaient se déplacer dans les classes et dans la classe et répondre aux éventuels besoins, questions d'un élève en particulier. Les leçons en mode virtuel étaient exactement les mêmes, mais cette fois, elles étaient conçues pour que les élèves puissent les suivre en toute autonomie dans la classe, en présence du professeur qui, vous avez suivi, n'intervenait pas du tout. Donc chaque exercice réalisé correctement permettait d'accéder à l'exercice suivant, et les feedbacks étaient préparés à l'avance et pouvaient être diffusés en fonction de l'erreur ou de la réussite de l'élève. Tous ces exercices étaient réalisés via une autre appli en ligne qui s'appelle Learning Apps et étaient intégrés directement dans le Geniali avec un petit iframe normal. Nous avons regroupé toutes ces leçons en présentiel et en virtuel dans un sommaire qui est accessible en scannant ce QR code, mais ne vous inquiétez pas, je le remets à la fin, j'ai bien vu, parce que là je vais passer à la suite. Donc pour nos résultats, en ce qui concerne les résultats, nous avons mesuré les progrès des élèves dans chaque modalité, nous avons observé l'augmentation de leur performance en comparant le nombre de problèmes résolus entre les tests en fonction de la modalité utilisée. Nous avons exclu de notre analyse les élèves qui n'ont pas pu participer à l'un ou l'autre des 3 tests, mais il n'y en avait vraiment pas tant que ça. Les résultats montrent que les élèves ayant suivi les leçons en mode virtuel ont réalisé une progression beaucoup plus importante que ceux ayant suivi les leçons en présentiel. Nous avons effectué un test C qui confirme que l'enseignement en mode virtuel a un effet positif mesurable par rapport à l'enseignement en classe entière. On a une p-value à 0.005. Cependant, il est important de nuancer quelque peu ce résultat. En effet, lorsque nous comparons la progression entre les différentes classes impliquées, nous constatons que la classe 4, ici, et la classe 5, juste à côté, ont une progression supérieure avec la modalité actuelle. Alors, la classe 4 n'avait que 5 élèves. C'était un CE2, CM1, CM2 avec juste 5 CM2. Et la classe 5, elle avait bien 23 élèves, c'était un CM2 pur. Donc en examinant de plus près la progression de ces 2 classes et en effectuant un autre test T, indépendant pour ces résultats-là, nous constatons que cette fois-ci, la différence de progression entre les 2 modalités n'est pas significative. On a un p-value à 0.164. Donc cette étude a démontré que la mise en place d'un dispositif, d'une séquence pédagogique conçue pour être suivie de manière autonome par les élèves via une tablette numérique peut avoir un réel impact sur leurs apprentissages. Cependant, il nous semble maintenant essentiel de comprendre les raisons de cet effet et les éléments qui le soutiennent. Donc en observant les classes, pendant cette expérimentation, nous avons constaté une réelle différence d'attention chez les élèves selon la modalité utilisée. En classe entière, les interruptions peuvent être fréquentes et certains élèves de la classe sont rapidement distraits. En revanche, lorsqu'ils suivent les leçons en autonomie, ils ont leur tablette devant eux, un casque sur les oreilles pour écouter les consignes, ils semblent davantage attentifs. Aussi, nous avons décidé de filmer 2 séances sur 2 classes et 2 modalités. Ça nous fait donc 4 films. Et les analyses de ces premières observations, qu'on n'a pas présentées ici, montrent une réelle différence d'attention suivant les modalités utilisées. Ainsi, la tablette jouerait un rôle essentiel dans le maintien de l'attention des élèves lors des activités scolaires. Cette observation ouvre des perspectives qui nous semblent intéressantes et qui seraient sans doute important d'investiguer plus avant. Nous pourrions en conséquence élargir notre étude en tenant en compte de divers facteurs, par exemple les caractéristiques des élèves, l'âge, changer de niveau scolaire, le genre, ou les spécificités de certaines activités, parce que là on était en maths, mais on pourrait regarder ça en français ou en histoire ou en EPS, les spécificités des outils eux-mêmes, tablettes, ordinateurs, voire des enseignants, s'ils sont novices ou expérimentés, technophiles ou technophobes, on en a. Donc ces éléments pourraient nous aider à mieux appréhender les conditions dans lesquelles l'utilisation de ces tablettes numériques se révèle particulièrement bénéfique. Donc une compréhension approfondie des facteurs qui influencent l'efficacité de l'apprentissage avec ces outils pourrait nous permettre
d'optimiser nos pratiques pédagogiques et d'adapter les ressources technologiques en fonction des besoins des élèves. Cela contribuerait à créer un environnement d'apprentissage plus engageant, plus stimulant et adapté aux spécificités individuelles. Donc en conclusion, nous sommes convaincus que l'intégration de tablettes numériques, en l'occurrence, dans les séquences pédagogiques, peut jouer un rôle significatif dans l'amélioration des résultats d'apprentissage des élèves. Bien sûr, une recherche continue et approfondie sera nécessaire pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents afin de tirer pleinement parti du potentiel pédagogique de ces outils. Voilà, je vous remercie pour votre attention et, comme promis, le lien vers nos supports pédagogiques. Merci beaucoup. Donc je me présente.